tous. Eh bien, je vous propose de démarrer ce séminaire. Donc, nous allons voir deux choses aujourd'hui autour de projet Six Sigma, l'application de projet Six Sigma. Le premier sera présenté dans le domaine de l'aéronautique par moi-même, donc Jérôme Vilquet. Et le second sera présenté par Younes Atibi dans le domaine de l'automobile. Alors, pour démarrer cette conférence, un petit rappel sur c'est quoi un problème, puisque le DMAIC, les projets Six Sigma sont dédiés à l'amélioration des procédés, donc à la résolution de problèmes. Un problème, finalement, c'est un écart qu'il y a entre une situation actuelle et puis une situation souhaitée. Et l'écart, c'est le problème. Et combler ce problème, répondre à ce problème, sera l'amélioration. Et pour améliorer les procédés, on a différentes techniques. Je vais les rappeler ici. Soit on a affaire à des petits progrès ou des petits problèmes, et on les gère généralement avec ce qu'on appelle la route Deming, le PDCA, avec pour support les animations à intervalles courts, c'est-à-dire quotidiennement, les équipes se retrouvent, parlent des petits problèmes du jour, et puis de manière très simple vont résoudre leurs problèmes en agissant sur la route Deming. Il y a aussi une autre problématique, c'est une chute soudaine de la performance. Et ça, on a une autre technique pour pouvoir, une autre démarche pour résoudre ce genre de problème, pour retrouver finalement une performance passée. C'est la méthodologie 8D, qui tire ses origines notamment chez Ford. Ce sont les 8 disciplines, 8 étapes qui permettent d'abord de sécuriser le client, et ensuite de retrouver les causes racines et de pérenniser les actions. Le troisième cas, la performance n'a même jamais été atteinte, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si c'est réalisable. Et dans ce cas, pour une amélioration vraiment conséquente, on va utiliser ce qu'on appelle le DMAIC, la démarche Six Sigma, 5 étapes. Donc la première, c'est définir le périmètre du sujet. La deuxième étape, c'est mesurer la performance du processus et mesurer aussi les entrants. La troisième étape, c'est rentrer dans l'analyse, c'est-à-dire trouver les causes racines, trouver les relations de cause à effet, pour ensuite mettre en place les actions correctives dans l'étape innover. Et enfin, l'étape mise sous contrôle qui permet d'assurer la pérennisation des actions. Alors, c'est sur cette méthodologie-là qu'on va faire un focus aujourd'hui et nous allons articuler donc la présentation de 2 projets autour de cette méthode DMAIC, méthode aussi appelée le Six Sigma. Alors, je vais vous présenter ici le contexte du premier problème, donc dans l'aéronautique. Une société qui produit des pièces composites très complexes. Et cette société était confrontée à un énorme problème, c'est-à-dire que de tout temps, depuis les premières fabrications finalement, il y avait un taux de rebut très important, donc beaucoup de tri. Et il fallait vraiment sélectionner chacun des composants pour être sûr de les d'envoyer des conformes aux clients. Et au passage, voilà, ça générait un nombre de rebuts très important. Et en échangeant un petit peu avec les personnes de la société, ce que j'ai constaté, c'est une attitude un petit peu particulière par rapport à ce problème. C'est que finalement, ce problème, pour eux, il n'existait pas parce qu'ils n'en avaient pas conscience, finalement. Et les phrases, voilà, la phrase qui est revenue plusieurs fois, c'est de toute façon, on a toujours trié, donc c'est comme ça. Et pourquoi améliorer quelque chose que, voilà. Si on avait pu l'améliorer, on l'aurait fait déjà depuis longtemps. Et en fait, mon premier travail avec eux, ça a été finalement de leur faire comprendre qu'une situation qui leur paraît normale,
n'est pas vraiment normale. En fait, elle est juste habituelle. Et tous les jours, voilà, ils sont dans cette situation-là. Donc, tous les jours, la situation devient habituelle et l'habitude devient la norme. Mais finalement, voilà, la situation n'était vraiment pas normale. Deuxième chose aussi, c'est qu'il me disait, ben, de toute façon, c'est impossible d'améliorer les choses parce que c'est beaucoup trop complexe. On a plusieurs étapes dans notre flux, des paramètres de tous les côtés. On a peut-être une cinquantaine, une centaine de paramètres au total. C'est impossible de tout maîtriser. Et en fait, bah pour moi, hein, un ensemble très complexe est simplement constitué d'éléments simples. Donc, un des premiers travaux hein, qui m'attendait, c'était avec l'équipe, c'était de pouvoir bah, leur démontrer finalement que leur projet complexe, c'était pas quelque chose de complexe, c'était une multitude de petits problèmes. Et ben, on était quand même confronté à un premier problème de taille quelque part, c'est ben, cette prise de conscience. Hein. Ils n'ont pas conscience qu'ils n'ont pas conscience. Donc en fait, voilà, comment finalement changer cet état d'esprit, comment les rendre alertes quelque part à cette problématique, à l'état dans lequel ils étaient. Il y avait voilà, un gros problème de culture en fait hein, par rapport à la maîtrise des procédés et une manière en fait, enfin une chose qui est nécessaire dans l'amélioration des procédés, c'est d'avoir ben, la bonne culture, d'avoir la bonne attitude. Et la première à acquérir, en fait, c'est la culture de client. Et se rendre compte que finalement, 20% de rebut, ben, c'est pas une situation qui est normale. Et c'est pas un service intéressant pour le client, ni même pour le patron d'ailleurs. La deuxième culture qui est intéressante à développer, c'est la culture du processus. C'est-à-dire la culture du métier, la culture du travail de la matière, la culture de notre activité, la connaissance du processus. La troisième culture sur laquelle il faut aussi travailler, c'est la culture de la mesure, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on voit. Et tant qu'on ne le voit pas, ben on n'en a pas conscience. Et si on n'en a pas conscience, ben on ne l'améliore pas. Quatrième culture aussi à pouvoir développer, c'est la culture de la preuve. Très souvent, j'entends dans les entreprises, ah, normalement, ça fonctionne comme ça. Si ça se trouve, c'était lié à ça. Voilà. En fait, on va de supposition en supposition sans avoir des preuves formelles. Et donc, du coup, on a toutes les chances de s'intéresser à des problèmes qui ne sont pas les bons. Donc, la culture de la mesure va nous amener progressivement à apporter la culture de la preuve et amener en fait des sujets tangibles sur lesquels on a vraiment des certitudes. Et tant qu'on est sur des suppositions, on a beaucoup de mal à avancer sereinement. Et enfin, la dernière culture sur laquelle il faut travailler, c'est la culture de la recherche des opportunités, c'est-à-dire considérer finalement qu'un problème est un problème tant qu'on le considère comme problème. Et à partir du moment où on considère qu'un problème est une chance, parce que si on le résout, ben on sera meilleur, eh bien on transforme nos problèmes en opportunités. Et quelque part, avoir des opportunités, c'est intéressant. Donc la culture de la recherche de l'opportunité, c'est quitter un peu cette lourdeur ou cette comment je pourrais qualifier ça, le monde des problèmes et atteindre voilà le monde de l'opportunité. Et en fait, dans cette société-là, ben, c'est sur ce travail, hein, sur ces différentes cultures qu'il a fallu progresser pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience de leurs problématiques et puissent être partie prenante dans l'amélioration. Et sans ce mindset, hein, sans ce préambule, ben, très difficile de pouvoir avancer. Alors, comment on s'y prend Tout d'abord, il y a eu un besoin en préambule, un très gros besoin de pouvoir fédérer les équipes. Et d'abord comprendre ben, simplement c'est quoi une démarche Stigma, c'est quoi une démarche DMAIC. Et il a fallu un petit peu briser la glace, hein, puisque ben,
On n'était pas là pour leur apprendre leur métier, loin de là. On n'est pas des experts en composite, on n'est pas des experts en moulage. Par contre, on peut leur apporter une démarche structurée qui leur permettra, eux, de mettre en œuvre pleinement leur expertise métier. Donc du coup, se placer comme partenaire complémentaire finalement à leur connaissance et qu'on arrivera à progresser ensemble. Eux avec leur connaissance des produits et des process, et puis quelque part les animateurs Sigma avec la structure de la démarche Sigma. Et enfin, progressivement aussi, voir différemment pour pouvoir agir différemment. Einstein disait les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc à partir du moment où on fait toujours comme on a toujours fait, ben, on aura toujours les mêmes résultats. Et si à un moment donné on veut avoir des résultats différents, eh bien il faut voir les choses différemment. Il faut avoir une culture différente par rapport à nos problématiques et agir donc différemment. Toujours dans ce gros besoin de fédérer, ce préambule à la démarche Sigma, on a imposé certaines choses, notamment le travail en équipe est non négociable. C'est que l'opérateur, l'ingénieur, le technicien, le directeur et quels que soient les services dans lesquels ils travaillent, eh bien, on a tous notre contribution à apporter et donc on doit aussi tous s'écouter. L'opérateur a des choses intéressantes à raconter parce qu'il vit tous les jours le processus, et ainsi que les ingénieurs, les techniciens et tous les acteurs de l'entreprise. Donc l'écoute était un processus clé pour réussir. Ensuite, on a mis en œuvre, on a mis les gens dans l'action en cartographiant le flux pour que finalement chacun puisse se rendre compte des étapes amont ou des étapes aval et aussi qu'on se rende compte des problèmes de chacun et qu'on puisse les noter sur un tableau. Donc, on a utilisé notamment l'outil VSM. Et puis, on s'est dit aussi, c'est que on va essayer d'être positif, on va être positif par rapport aux problèmes. On va essayer de mesurer les écarts et se remettre en question. C'est se rendre compte progressivement de c'est quoi un écart et c'est quoi la normalité qu'on devrait avoir. Et enfin, tout au long du projet, on a voulu rassurer les gens, parce qu'ils étaient très inquiets sur la complexité de leur processus, un problème qui n'avait jamais pu être résolu parce que trop complexe. Eh bien, on les a rassurés en leur montrant finalement qu'en scindant un gros projet en plein de petits chantiers, beaucoup plus accessibles, eh bien, ça permettait d'avancer très positivement et finalement assez vite sur les problématiques. Voilà, donc finalement, après ce préambule, le deuxième objectif, c'était de simplifier le problème, rassurer les gens. Donc un gros problème, plus de 20% de rebut, n'a pas qu'une seule cause, généralement. Il y a plein de causes multiples, et celles-ci, il va falloir les décrire. Et ce que j'appelle le Y1, un petit contributeur aux 20%, eh bien, ça sera un premier projet. Et puis le Y2, là aussi contributeur des 20% de rebut, va être aussi un autre projet. Et ça a été une des premières actions qu'on a fait avec les équipes, de manière à pouvoir leur montrer finalement que leur gros problème n'était pas si compliqué que ça. Donc là, on a schématisé la VSM, alors, très simplement, pour retirer l'essentiel. Et sur cette VSM, on s'est aperçu qu'il y avait 5 étapes de fabrication. Et que chacun des composants, donc les pièces moulées en composite, pouvait suivre jusqu'à 3000 chemins possibles, parce qu'on avait 2 posages d'usinage pour usiner les âmes des pièces. Et puis chacune des pièces pouvait rejoindre un des 24 moules. Parce que pour assurer le tact, pour assurer le rythme, il y avait un nombre de moules assez important. Et à la sortie des 24 moules, on pouvait avoir 16 posages d'assemblage. Ensuite, 2 posages pour l'usinage final, pour la finition. Et enfin, on avait 2 tridimensionnels, 2 machines tridim pour assurer le tri, quelque part, dimensionnel des pièces et envoyer des pièces conformes au client. Et c'est là notamment que était généré le nombre de rebuts.
c'est là qu'on triait les pièces et qu'on mettait les pièces au rebut. Et on a listé ensuite, sur l'ensemble de ce flux, les différentes problématiques, et en mettant en évidence quelque part, hein, je vous l'ai mis ici en bas à gauche, les différentes origines, hein, les différents problèmes liés aux cultures différentes. Et notamment, hein, pour les opérateurs, ou pour la société plus généralement, les 20% de rebut, les quelques pourcents de non-conformité qui arrivent quand même chez les clients, c'était quelque chose de tout à fait normal et ils ne voyaient pas le problème. Donc la culture du client, là, devait vraiment progresser. Et puis on avait aussi quelques petits soucis sur les processus. Les gens avaient tendance un petit peu à baisser les bras, les réglages étaient complexes, des posages étaient usés, mais pas forcément repris. Et puis il y avait aussi des compétences variables au sein des équipes. Donc problème là aussi sur la maîtrise, hein, et la culture du processus. Globalement, peu de mesures à l'intérieur de la société, notamment les machines tridimensionnelles n'avaient pas fait l'objet d'une qualification des systèmes de mesure. Donc on n'était pas capable de dire si l'une mesurait la même chose que l'autre, si elles étaient justes. Et puis la notion de capacité était totalement inconnue aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire que quelle est la performance d'un processus en particulier? Qu'est-ce qui sort des 24 moules? Quelle est la capacité de tout ça? Voilà, personne ne pouvait le dire. Donc une culture de la mesure très faible. Et bien évidemment, comme on n'avait pas de mesure, on n'avait pas de preuves. Hein. On était incapable de dire quels étaient les paramètres, quelles étaient les caractéristiques importantes et quels étaient les paramètres qui entraient en jeu dans la performance des processus. Donc une culture de la preuve, là aussi, on va dire très très proche de zéro. Et au milieu de tout ça, tous les opérateurs étaient désabusés, on peut même dire déresponsabilisés, et qui les empêchait finalement de détecter des nouveaux problèmes, des nouvelles opportunités et rentrer dans le cercle vertueux de l'amélioration continue. Alors, vous voyez que là, on est face à l'émergence d'une multitude de problématiques. Et avec les équipes, je vais raconter un petit peu mes expériences en Afrique, mes différents voyages que j'ai pu faire là-bas. Et notamment, où ils m'ont expliqué finalement comment on pouvait manger un éléphant dans la brousse. Et manger un éléphant dans la brousse, c'est finalement pas très compliqué. Il suffit de l'avaler bouchée après bouchée. Et quelque part, c'est ce qu'on a fait ici, c'est que toutes les problématiques qu'on a vues, que je vous remets ici, on essaie de les trier suivant deux axes, impact et difficulté, pour se rendre compte finalement que de tous ces problèmes, les premiers étaient somme toute assez simples à résoudre et que ça nous permettait déjà d'avancer de manière conséquente. Et on s'est rendu compte aussi que pour changer la culture de tout ça, de cette approche de cette non-qualité, il fallait aussi changer les façons de faire. Amener de la mesure, amener de la stabilisation des processus, amener tout ça permettait vraiment d'améliorer les choses. Alors, pour faire le lien maintenant avec la méthode DMAIC, le fait d'avoir défini les besoins clients, donc on est allé voir le client, on lui a demandé vraiment c'est quoi qui est important. On a vu aussi, on a regardé les clients internes à l'entreprise, c'est-à-dire entre deux processus, il y en a forcément un qui est client de l'autre, donc même en interne dans la société. Donc on a défini les besoins de chacun comme ça. Et progressivement, on a focalisé les équipes sur l'attente du client, sur le service. Donc là, on a utilisé un outil qui s'appelle l'arbre des CTQ, les caractéristiques, voilà, les critiques pour la satisfaction. Donc d'un besoin général, on est rentré aussi dans les mesurables. L'étape définir, non seulement nous a permis de comprendre qui était notre client et quels étaient ses besoins, mais aussi de rentrer déjà un petit peu dans la culture de la mesure. Toujours sur l'étape définir,
on a aussi, grâce à l'étape définir, progressé sur la culture du processus. C'est-à-dire décrire les processus de manière à se focaliser aussi sur les bons problèmes et éviter de proche en proche d'aller regarder ce qui se passe chez notre fournisseur ou chez le fournisseur de notre fournisseur, et vraiment se concentrer sur la zone où il y a le problème. On a aussi défini les risques, là aussi liés à notre processus, et ça nous a permis de voir aussi quelles étaient les forces de l'équipe, où est-ce qu'on pouvait utiliser nos acteurs pour le mieux, quelles étaient les opportunités, c'est-à-dire quelles étaient les conséquences de l'amélioration, qu'est-ce que ça pouvait apporter à la société et aux équipes. Et puis, dans le côté négatif, le côté néfaste, ça nous a permis de démontrer clairement où étaient nos faiblesses et puis de déclencher les premières actions pour progresser quelque part. Donc là, on s'est beaucoup écouté, on a récupéré un petit peu les avis de chacun et puis on a corrigé les premiers problèmes comme ça. Donc on a mis aussi le pied à l'étrier de l'amélioration grâce à la définition des risques. On a ensuite défini les acteurs pour impliquer et responsabiliser les acteurs. Les gens qui étaient plutôt désabusés, eh bien, on a tenté de vraiment leur définir un rôle, une utilité quelque part. Et se sentir utile, c'est une des pierres de la pyramide de Maslow. Et sans ce sentiment d'être utile, on peut difficilement avancer. Voilà. Une fois qu'on a bien défini notre périmètre, nos acteurs, et puis qu'on a levé les risques et qu'on a eu connaissance des besoins clients, eh bien, on a pu rentrer cette fois-ci dans l'étape mesure. Et ça nous a permis de développer justement cette culture de la mesure et l'importance de mesurer. Et notamment éviter les phrases de « Ah, je pense que si ça se trouve, ça marche. Normalement, c'est comme si… » Voilà, donc dans la phase de mesurer, on a listé un petit peu les paramètres influents sur chacun des processus. Et notamment je crois, sur les posages. Eh bien, le problématique des posages, on a regardé finalement quels étaient les paramètres influents et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas énorme finalement. Et c'était surtout le positionnement dans l'espace des éléments qui était important. Ensuite, on a regardé, mais finalement, est-ce qu'on arrive à mesurer tout ça? Est-ce qu'on sait donner des valeurs? Eh bien, une équipe a programmé leur machine tridimensionnelle de manière à pouvoir mesurer justement les 16 posages et voir un petit peu les différences. Et au passage, eh bien, on en a profité pour valider les processus de mesure. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que les processus de mesure n'étaient pas tout à fait capables. Il y avait des écarts de justesse entre les deux appareils de mesure. Il y avait des problèmes de répétabilité. Et même si une tridimensionnelle elle est donnée par le fabricant à 2 microns près, on s'aperçoit que finalement dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Donc là déjà, il y a eu aussi une première prise de conscience, c'est que on ne sait pas toujours mesurer des choses qui nous paraissaient pourtant évidentes. Ensuite, dans l'étape mesurée, on a essayé de stabiliser le maximum le processus en évitant les variabilités. Et notamment, l'équipe a choisi ici uniquement des pièces issues du même moule, avec des noyaux qui étaient usinés sur le même posage, etc., de manière à éliminer le maximum d'inconnus et savoir si, sur un processus, quelle est la capacité. Et le résultat, ça a fait un choc aux personnes, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que en mesurant, en visualisant les données, en dessinant quelque part les dispersions, eh bien, ils ont pris il y a eu une réelle prise de conscience que la capacité était déplorable et que finalement, il y avait du grain à moudre. Alors, ils savaient que ça ne jouait pas trop, mais ils n'avaient pas conscience à quel point.
Donc voilà, la mesure, quelque part, a permis justement de faire évoluer considérablement la culture par rapport à l'importance de la mesure. Voilà un exemple d'histogramme qu'ils ont obtenu. Et prise de conscience finalement que le processus qui pensait encore pas trop mal, hein, j'ai pris une dimension qui ne devait pas poser trop de problèmes a priori, eh bien, on n'est pas bon. Et en fait, pourquoi la culture de la mesure est importante? Parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on voit. Et il est important de mesurer pour pouvoir progresser sur les bons sujets. Comment initialiser ensuite la culture de la preuve? Eh bien, on va se servir de toutes les mesures qu'on a faites avant et on va essayer de trouver, en visualisant d'abord les données, de trouver les zones où on est, où les endroits où on est bon, les endroits où on est moins bon, se rendre compte des écarts. Et c'est quoi un écart? Et puis, on va aussi apporter des preuves statistiques, prouver les écarts. Donc, à cette étape-là, quand on arrive dans l'étape analysée, généralement, les opérateurs ou les acteurs, il y a du vocabulaire qui disparaît. C'est-à-dire, je pense que si ça se trouve, ça disparaît. Au profit de, j'ai démontré que ça, c'était influent. Et je peux même annoncer le risque de me tromper. Donc, si le risque est inférieur, par exemple, à 1, 2, 3%, là, on peut être très, très confiant dans les conclusions. Et ça permet aussi, toutes ces relations de cause à effet, déterminer les relations de cause à effet et leur importance et leur impact, permet aussi de faire ensuite les bons choix pour s'occuper des bons sujets, les plus importants, les plus impactants. Voilà. Alors, un zoom ici sur la capacité quelque part de différents posages. Ici, on a 16 posages. Et on se rend compte que finalement, il y en a certains qui sont effectivement très très mauvais, et puis d'autres qui sont très très bons. Et bien ça, c'est plutôt une bonne chose aussi de voir ça, parce que les équipes peuvent imaginer que le problème est insoluble et sera complexe, alors qu'en fait non, puisqu'il y a des fois ça marche, mais on ne sait pas que ça marche. Donc le positif est enfin perçu grâce à l'étape analysée et la culture de la preuve, et ça motive pour améliorer les choses. Donc là, je passe assez rapidement sur l'étape innovée, où on a listé un certain nombre d'actions. Et là aussi, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas 150 000 des actions. Une dizaine, une quinzaine d'actions pouvaient suffire pour remettre à flot un des processus. Enfin, voilà, dernière étape de cette présentation, c'est les résultats de ce projet. Alors là, je vous ai montré les quelques derniers mois de mesures. Je n'ai pas mis ici les tout premiers où on avait plus de 20% de non-conformité. Mais là, voilà, on est passé en gros de la semaine 14 à la semaine 43 d'un taux de rebut de 7,5, 7,5-8% même, à moins de 2%. Et ça, on a mis cet indicateur-là comme indicateur de pilotage dans les ateliers. Et les gens ont pris aussi conscience que finalement, toutes les actions qu'on a fait, le travail de longue haleine qui a duré pas loin de 8 mois au total, eh bien, est positif, a rapporté des choses et on peut en être fier. Voilà. Et finalement, la culture du client, la culture de la qualité, la culture du processus, l'amélioration de tout ça, la culture de la mesure, la culture de la preuve, la culture de la recherche de nouvelles opportunités, c'est quelque chose de très positif et de motivant. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer cet exemple dans l'aéro, où finalement on n'a pas pris le problème uniquement sous l'aspect technique, sous l'aspect du DMAIC, sous l'aspect des mathématiques,
avec le Six Sigma, mais beaucoup plus sous l'aspect du développement de la culture et ouvrir les yeux des gens, finalement, à c'est quoi un problème, et que finalement, ben, si on s'y met tous ensemble, et si on le conduit avec la bonne démarche, eh bien, on arrive à des résultats qu'on ne pensait pas même atteignables. Voilà, je vous remercie pour de m'avoir écouté pour cette première partie. Je vais donner la parole à Younes sur le projet numéro 2 dans l'automobile. Et puis, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dans le chat tout à l'heure. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Le son fonctionne? Alors, moi, je t'entends, Younes, tu peux y aller. Ah, parfait. Ok, très bien. Parfait. Donc, je pense que c'est la même qualité de son pour tout le monde. Donc, je me présente Younes El Attabi. Donc, je suis Black Belt Six Sigma. Je vais vous présenter donc un second projet. On quitte le monde de l'aéro. Donc, on passe du ciel à la terre pour expliquer un peu différemment, pour montrer également que finalement, le Six Sigma peut prendre plusieurs formes. On a eu une première forme où c'est vrai qu'on est sur le changement de culture, etc. Dans ce projet-là, on va être également orienté sur le changement de culture. On va en voir à un moment donné sur l'étape mesurée, le RR va être crucial, mais on va apporter sur ce projet-là une colorimétrie statistique un peu plus avancée pour des raisons personnelles déjà. Le Black Belt est plutôt proche de cette technique, mais également contextuelle associée à la problématique. Donc, sur le slide suivant, alors je ne sais pas qui a la main sur les slides. Voilà, très bien. Malheureusement, on remet... sur le slide. Ah, parfait. Il n'y a pas de souci, je te demanderai à chaque fois de basculer. Merci à toi. Donc, pas de projet Six Sigma sans la structure, sans l'orthodoxie de la structure associée en 5 étapes qui vous a été présentée précédemment. Avec une insistance, selon moi, sur des livrables incontournables qui sont en rouge dans l'étape définir l'identification des Y et l'intégration d'une équipe au sein d'un projet commun. Jérôme en a parlé, est fondamental, c'est-à-dire le sens qui amène les personnes à se mettre en activité avec plus ou moins de succès en fonction, bien sûr, des départements qui sont impliqués. Mais il faut amener le groupe vers la mesure et l'analyse, vers une mesure où il faut avoir du courage dans l'étape mesurée, parce que Dieu sait que on a souvent confiance dans la manière dont on mesure, et cette confiance souvent remplace alors sans parler totalement de révolution, mais remplace la remise en question de nos méthodes à cause du quotidien, bien sûr, pour arriver à l'analyse et de prouver statistiquement. Dieu sait que les 2 années précédentes, avec la crise sanitaire, on a demandé à tous ces laboratoires pharmaceutiques de prouver des choses. Cette preuve est, en tout cas, si elle n'a pas une légitimité complète, elle a une légitimité partielle qui peut nous faire entrer dans l'étape innovée. C'est avec cette légitimité partielle ou complète qu'on peut entrer dans l'étape innovée et cette fois-ci valider une amélioration du procédé qu'il ne faudra pas oublier de mettre sous contrôle par des leviers, par des cliquets, excusez-moi, anti-retour, et potentiellement faire grandir l'entreprise au complet avec ce qu'on va appeler des effets leviers qui vont permettre d'aller sur d'autres sujets. Et donc, utiliser le Six Sigma également dans sa démarche civilisatrice, si vous me permettez le terme, pour pouvoir embrigader, donc civilisation embrigadée, bon, les termes sont choisis, bon, ils sont discutables, mais en tout cas embrigader l'entreprise vers une amélioration par percée sur d'autres secteurs. Donc sur le slide suivant, donc là on était sur l'approche globale, philosophique, si vous me permettez le terme.
sur l'approche globale, on revient un tout petit peu dans la technique parce que on souhaite, dans ce cas-là, améliorer un produit via un process. Alors, ce produit, bon, sans rentrer forcément très intensément dans la technique, le temps ne le permet pas, mais c'est une électrovanne sur lequel on a une pression d'entrée, un bar, et on a une sortie de pression PP avec une spécification. Et voilà, donc c'est un contexte industriel, automobile. Voilà, on est dans un moteur, cette pression est importante parce qu'elle va faire circuler un fluide sur le moteur, de l'huile, sans le citer. Et on se rend compte, de quoi s'agit-il, que le taux de rebut est anormalement élevé. Alors, anormalement élevé, on est dans l'ordre de 20% de rebut. C'est énorme, une pièce sur 5 est considérée non conforme. Alors, la complexité de ce projet-là est intéressante sur le plan géographique parce qu'on a des sites qui sont à la fois en France. En France, on a quoi? On a le service, mais on a les méthodes, on a le BE, on a des experts métiers. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, donc c'est ces experts métiers qu'on a pu accompagner en leur donnant des compétences Six Sigma plus accrues sur un projet, donc c'est ce qu'on a appelé une formation action. Et on a un site de production au Maroc qui finalement détecte à la fin, après que les usines de production françaises aient produit chacun leurs composants, cette usine au Maroc qui fait de l'assemblage et du contrôle final qui se retrouve avec un contrôle final sur une pression de sortie non conforme. Donc, on a potentiellement déjà un parti pris sur est-ce que c'est l'assembleur ou est-ce que c'est le producteur qui potentiellement crée la non-conformité. Donc, les chiffres sont là, 20 à 25% de rebut. Bon, le coût estimé est un coût élevé pour une entreprise. Alors, là, je reviens sur la partie philosophique. On a des signatures en bas de page. Voilà, c'est ça, c'est l'engagement d'un directeur technique à un moment donné sur le déploiement d'une démarche. Alors, sur le slide suivant, on a insisté, oui, sur le slide suivant, je sais pas si ça a déjà basculé. Bon, très bien. Tu peux cliquer une seconde fois d'ailleurs. Il y a du texte qui va apparaître. Alors, il est important, dans l'étape définir, comme l'a présenté le slide précédent, de fixer les règles du jeu, définir la problématique, le coût associé, l'équipe qui va travailler sur la problématique avec quelles compétences, dans ce cas-là, la compétence des MAIC. L'étape définir doit également, remettre les choses au clair et potentiellement rediscuter dans la manière dont un projet s'est développé. Voilà, dans ma petite expérience industrielle, bon, j'ai bossé 10-11 ans dans l'automobile, dans des vitrages et dans des pare-chocs, et j'ai toujours appris que le temps était un ennemi dans l'automobile, dans le développement, et ce temps, parce qu'il est de plus en plus court, malgré un plan projet, un APQP avec des livrables attendus qui permettent d'avoir une robustesse produit-process, on peut arriver à la fin au SOP, au Start of Production, avec bien sûr des livrables qui sont plus ou moins robustes. Et les livrables du BE qui vont définir les fonctions du produit et les livrables des méthodes qui vont définir le procédé qui va assurer les caractéristiques techniques mesurables sur le produit, voilà, peuvent potentiellement montrer une présentation au client suffisamment bonne, mais derrière, on a une production qui peut potentiellement être en écart, et c'est les lignes jaunes, en écart sur des exigences de caractéristiques élémentaires, que j'appelle YC, c'est-à-dire mesurables sur le produit, voilà, en écart tant en capacité ou en capacité de mesurer. C'est-à-dire que même si on met en routine, sur un plan de contrôle à la fin du développement méthode, un contrôle, la production peut décider soit de changer la fréquence de ce contrôle, soit de changer le contrôle, soit potentiellement des fois de l'annuler pour des raisons X ou Y en attendant l'audit client pour le remettre en place. Bon, c'est une boutade. En tout cas, il a été important dans cette étape-là parce que beaucoup de personnes sont impliquées, plusieurs sites. Il fallait mettre d'accord le Maroc et la France sur des exigences fixées par le BE, des exigences fixées par les méthodes et des possibilités de correspondance entre les exigences BE et méthodes par la prod.
Très bien. On peut aller sur le slide suivant. Cela étant, voilà, avec cette idée claire, l'étape définir nous a permis, avec ce travail d'alignement entre les trois métiers, de lister l'ensemble des YC, donc des caractéristiques mesurables sur le produit, et potentiellement, et d'autres causes, hein, et leur impact sur la pression PP non conforme. On est dans un cadre ici où on a pu faire une récolte de knowledge, hein, de savoir sur de nombreuses personnes sur les deux sites, et ce travail a été très enrichissant, et c'est ce qu'attend, comme Jérôme l'a dit, le DMAIC, c'est que les gens s'écoutent et que les gens partagent leur savoir à un moment donné du projet. Donc, on trouve un certain nombre de X, hein, de causalités, vous les voyez un peu sur le tableau, elles sont nombreuses. Alors, quels sont les X chauds? Alors, dans ces X, bien sûr, il y a la méthode de mesure, ce qu'on appelle l'exactitude, définie par la justesse, ou la fidélité de précision, associée à la répétabilité, la reproductibilité. Donc, ces deux approches sont difficilement contestables, et c'est pour ça que là, je reviens sur la philosophie de Six Sigma est pertinent, parce qu'il permet, bon, d'ailleurs, un savoir externe, une méthodologie externe, est capable de casser un peu des tabous et de dire, attendez, peut-être que oui, c'est vrai, le SOP date d'il y a 1 an ou 1 an et demi, peut-être que l'on mesurait mal. Voilà. Alors, cette question qui a du mal à être posée dans le day-to-day, dans le quotidien d'un producteur, est posée par le chef de projet Six Sigma, et le RER est refait. Donc, comme vous le voyez à droite, hein, sur la copie d'écran du logiciel Elistat, bon, on est plutôt rouge. Donc, ça amenait pas des choses très positives. Mais le projet peut avancer avec ce défaut-là. Et avec cette compréhension-là. Si on va sur le slide suivant, on a eu un courage du projet, et c'est le Six Sigma, parce qu'il met en évidence des faits, peut amener les valeurs de courage, et là, le projet décide de s'arrêter sur tant que la méthode de mesure n'est pas comprise totalement. Donc, le projet décide de faire un tout petit plan d'action intéressant, c'est de se dire, mais attendez, cette méthode de mesure avec ses specs et ces mesures de pression ont été réalisées par nos experts métiers, certes, mais elles sont peut-être en décalage, hein, c'est ce qu'on voit en bas, le X3, elles peuvent être en décalage à ce qu'attend notre client final. Et on revient à ce que veut faire le Six Sigma, satisfaire le client, revenir à cette VOC, cette Voice of Customer, et bien la comprendre. Que veut le client? Le client, il a une pompe dans son moteur, il a un banc d'essai associé à cette pompe, il s'avère qu'OBE empoussiéré, cette pompe existe, okay. Elle n'est pas au Maroc en production. Donc, il serait intéressant, cette fois-ci, maintenant, après 1 an de prod, de revalider notre moyen de production série avec le moyen de production client, cette pompe, et se remettre en situation fonctionnelle. Et peut-être qu'on l'avait fait, mais de manière trop courte pendant le développement, et demandons au projet Six Sigma de le refaire. En revanche, ce que va apporter le Six Sigma, c'est les mathématiques. C'est-à-dire qu'on va demander aux mathématiques, par les essais qui vont comparer le moyen de mesure routine, prod, et le moyen de mesure client, on va demander à la stat de faire comme on fait avec les vaccins Pfizer, de démontrer la preuve statistique qu'il n'y a pas de différenciation fonctionnelle et statistique entre deux pièces qui sont dites extrêmes, c'est-à-dire vues vraiment conformes et non conformes par le moyen de mesure série. Donc là, c'est une révolution, là, c'est quelque chose, voilà, donc là, il faut se poser parce que c'est une découverte importante pour le projet. Alors, il faut savoir également apprendre à le communiquer, de se dire que potentiellement, et c'est la ligne du bas, on a un contrôle en production trop sélectif vis-à-vis des fonctions pièces et vis-à-vis des attentes du client. Cette petite phrase bénigne, dans ce petit slide, a coûté de grosses réunions, une grosse communication autour de ce résultat. Mais Dieu merci, parce que cette communication a pu être faite grâce à des datas, grâce à des données, grâce à de la modélisation statistique qui, même si elle n'a pas une légitimité totale, a une forte légitimité et donc difficilement contestable. Donc, sur le slide suivant,
ça arrive, je pense. Voilà. Sur la slide suivante, on rentre dans l'étape analysée. L'étape analysée, du coup, forte de cette découverte et forte également des suspicions établies par les personnes non impliquées dans le projet, a décidé de faire quelque chose de fort dans l'étape analysée, c'est de faire une analyse statistique sur petit n. J'ai l'impression qu'on revient malheureusement à ce problème de Covid. Et voilà, la phase 1, la phase 2, la phase 3 d'une nouvelle entité pharmaceutique. Quelle est la différence entre ces phases? C'est la taille d'échantillon petit n. Eh bien, allons-y. Essayons de convaincre les gens de la phase 1 à la phase 3 en augmentant petit n. Nous avons pu échantillonner, faire un contrôle sur pompe. Vous le voyez en bas à droite, c'est pareil, ça coûte une petite ligne alors que ça a coûté beaucoup au projet, 1000 pièces. Voilà. Donc on a pu récolter 1000 pièces non conformes du Maroc, les faire rapatrier en France et défendre notre idée forte qu'il y avait statistiquement une différence entre l'approche fonctionnelle du contrôle et l'approche, j'ai envie de dire, métier, du savoir des experts qui ont mis en évidence les specs du moyen de contrôle série. Et le résultat en bas est flagrant. 40% des pièces qui sont trouvées par le contrôle sélectif dit d'experts par le moyen sont considérées conformes sur pompe. Donc sur le plan purement rentabilité, ce résultat est fondamental. Bon, 1000 pièces, voilà, ça a demandé au projet deux mois de mesure, ce rapatriement, voilà, toute cette logistique, mais pour un résultat important. Donc, si on avance un tout petit peu, je pense que c'est le suivant. Je pense que c'est le slide suivant. Ensuite, dans cette étape analysée, il faut faire appel encore aux statistiques et faire appel à un outil que j'apprécie beaucoup dans le DMAIC, c'est le plan d'expérience. Le plan d'expérience, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à ça, il faut quand même aller s'intéresser à la manière dont on mesure sur le plan, en routine, ce moyen de mesure dit d'expert, hein, ce moyen dit métier, on va l'appeler métier, cette méthode de mesure qui est en décalage avec la fonction, avec le fonctionnel de la pompe. Il faut se poser des questions et monter des expériences pour essayer de trouver dans ces méthodes-là tout ce qui affaiblit le résultat de fonctionnalité OK, no OK. Donc, on identifie tous les X de la méthode de mesure série. Bon, il y en a une dizaine. On les fait un peu varier dans un plan d'expérience qu'on appellera un plan optimal. Alors, voilà, c'est la 4e famille des plans d'expérience. Et on essaie de trouver, grâce à des essais, qu'est-ce qui, dans la méthode routine, affaiblit ou ne fait pas suffisamment bien le lien entre j'ai une bonne valeur de pression sur mon moyen série et cette valeur me met en évidence une pièce conforme sur le moyen du client final. Voilà. Donc, ces plans d'expérience nous permettent de trouver ces X-là et nous permettent d'ailleurs de trouver d'autres choses qu'on va voir dans l'étape innovée juste après. Si je me souviens bien, parce que du coup, je navigue à vue. Voilà, dans l'étape innovée, très bien. Donc, on découvre que si vous voulez une bonne adéquation entre le contrôle série et le contrôle sur pompe, il faut contrôler uniquement dans la phase descendante. Il faut supprimer la limite sup. Il faut ajouter un contrôle au départ du cycle. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les plans d'expérience, en bas à gauche, on se rend compte avec les essais que le produit également peut être un petit peu… Alors, le process et le produit doivent être également modifiés, c'est-à-dire il faut recentrer le tarage pour avoir une limite sup élevée. Donc finalement, sans rentrer dans le détail technique, mais on découvre 4 points, alors 3 points purement mesure, certes, mais 1 point purement produit-process. Voilà. Et on arrive à trouver une adéquation entre le contrôle série qu'on demande aux Marocains et le contrôle fonctionnel identifié par le BE 2 ans avant. Donc, maintenant, il faut, et donc c'est le slide d'après, mettre en place ces améliorations et qu'elles perdurent dans le temps. Donc, on rentre dans l'étape contrôlée. Comment faire perdurer ces améliorations? Alors déjà, il y a le plan… Oui, donc peut-être le slide d'après. Il arrive, je pense. Très bien. Ah oui, du coup, dans l'innovation, bien sûr, il faut respecter la qualité… oui, le slide d'avant. Voilà.
Il y avait un slide. Voilà, très bien. Alors, il faut bien sûr respecter les règles de l'innovation dans la mise en pratique d'une amélioration. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour la MEC. Forcément, on est en train de faire évoluer le process actuel. Donc, il faut discuter avec les qualiticiens et les qualiticiens orientés risque procédé. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut également argumenter dans une documentation qu'on appelait DDM, qui s'appelait DDM, pour qu'il y ait une diffusion de cette information. Il faut communiquer, déployer sur le site. Comment? En impliquant l'équipe UAP dès le lancement de la démarche, de la nouvelle manière de contrôler et la nouvelle manière de tarer les pièces. Il faut formaliser les travaux effectués donc, sous un répertoire. Et on a également, il faut conduire le déploiement sur les lignes par des responsables de l'UAP. C'est-à-dire qu'il faut avoir un suivi quand même humain des démarches. Et là, on peut arriver dans l'étape contrôlée, qui pour moi est fondamentale. Et cette étape contrôlée a été menée par différentes actions qui vont apparaître. Alors déjà, la classique carte de contrôle qui fait de l'avant-après, qui va apparaître très certainement. Voilà, qui fait de l'avant-après, une carte de contrôle produit qui a été mis le 1er avril 2021. On voit une diminution significative de la variabilité avant-après. Alors désolé pour la carte de contrôle que vous voyez, on a l'amélioration de droite à gauche. Voilà, bon, c'est la manière dont le chef de projet avait manipulé le logiciel à ce moment-là, on l'avait gardé. Bon, après, il faut savoir que le Maroc a une culture arabisante et du coup, là-bas, on lit de la droite vers la gauche. Donc, pas de souci. Alors, par contre, pour le résultat du CODIR en bas, on est bien de la gauche vers la droite. Et on a la réduction du taux de rebut donc présenté au CODIR, au comité de direction, donc de 20% à 4%. Donc, voilà, le gain est très important. Très bien, donc là, c'est en S35, etc. etc. On peut aller sur la fin de l'étape contrôlée. Slide suivant. Voilà. Alors, dans cette étape-là, il faut absolument, pour moi, capitaliser cette information pour les projets à venir. Donc, il y a plusieurs manières. Déjà, faire appel cette fois-ci, non pas aux qualiticiens risques, mais aux qualiticiens système de la société, qui vont nous aider et qui nous ont aidé à rédiger un document de synthèse. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fonction des entreprises dans lesquelles on est, un rapport d'essai, un rapport de réalisation, un mémo, qui va être consultable par le biais d'un système documentaire en ligne qui va s'appeler DocShare ou autre chose, ou qui est sur la PLM, pour, avec des mots-clés, permettre à d'autres chefs de projet de rentrer en interaction très rapidement avec ce type d'amélioration. Et un document template type PowerPoint qui permet à tout chef de projet Six Sigma de bien mettre en évidence les livrables et les données de sortie des étapes du DMAIC. On appelle également à la qualité, on se met également en communication avec la qualité, cette fois-ci opérationnelle. Là, on va mettre à jour un certain nombre de documents, le plan de phase, le suivi de la SPC. Alors, on affiche un indicateur de rebut au Maroc sur le site de prod. Pourquoi? Parce que passer de 20% à 4%, c'est pas anodin. Ça motive les équipes sur d'autres sujets. Ça démontre également l'efficacité de la méthode. On met à jour l'AMDEC process, on met à jour le plan de contrôle, forcément. On a bien vu qu'on a eu une évolution de la méthodologie de contrôle. Sur le slide suivant, on va arriver sur les étapes contrôlées plus. Du coup, oui, ça arrivera juste après. Alors, on a donc une démarche validée et la meilleure potentiellement appréciation de la réussite du projet, c'est la phrase du dessus qui a été prononcée par le CODIR, voilà, qui a remercié toute l'équipe qui a contribué à la réussite du projet. Donc, voilà, beaucoup de personnes recherchent des systèmes de reconnaissance. Là, on a un système de reconnaissance qui est très fort. On a un membre du CODIR qui écrit par mail cette petite ligne anodine, mais finalement qui a du poids parce qu'elle vient remercier 9 mois de travail dans le cadre de ce projet.
Slide suivant. Je crois. Voilà. C'est ce que j'appelle le contrôler plus, si vous me permettez. C'est les activités supplémentaires qui peuvent poursuivre une clôture du projet. Pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'effet de levier, le plan de communication et potentiellement l'ouverture d'un nouveau projet d'AMAIC. Qu'est-ce que c'est que l'effet de levier? Slide suivant. L'effet de levier, c'est vraiment de trouver des parallèles avec des projets similaires ou proches qui nous permettraient, avec des améliorations proches, alors on avait fait des plans d'expérience, mais du coup on a un peu les lignes d'essai qui nous vont bien, donc refaire potentiellement voilà, quelques petites mesures, quelques petites expériences sur des projets voilà, qui ont des désignations à 6 chiffres, certes. On se pose la question, est-ce que c'est analogue, oui ou non? Est-ce que c'est analogue à discuter? Quels sont les pilotes? Voilà, et quel est le délai qu'on se fixe et bon, quels sont les petits éléments à rajouter. Donc, c'est très intéressant de profiter et de créer ces effets de levier. Alors, bien sûr, quand c'est possible. Le slide suivant, c'est vraiment orienté sur la communication. Il faut définir un plan de communication interne, c'est-à-dire qu'il faut voilà, présenter le projet, les effets de levier, le DMAIC suivant si nécessaire, externe, présenter le projet au Maroc, hein, directement aux équipes. Et bon, on était accompagné sur ce projet-là, donc ce projet-là, j'accompagnais, hein, donc je fais partie de Bâle, donc j'accompagnais le projet. Donc voilà, ce serait intéressant également bon, de présenter donc à d'autres personnes de chez Oval ce projet-là pour présenter les choses. Et le 3e point de cette étape de contrôler plus, c'est de potentiellement, par le biais de ce projet, de trouver un autre projet DMAIC. Donc c'est le slide suivant. Slide suivant. Voilà. C'est ce qui a été fait, hein, c'est de rédiger une charte pour un nouveau projet, cette fois-ci de passer de 4% à 2%. Pour atteindre les objectifs du CODIR qui ont un peu évolué, parce que du coup 4%, l'objectif au début du projet, c'était de réduire au moins de 50%, voilà, donc de passer de 20 à 10. Mais bon, quand on est à 4, bien sûr, on peut demander d'aller à 2 ou à 1. Donc voilà, c'est le projet suivant qui a été lancé. Alors bien sûr, le DMAIC utilisera d'autres démarches, parce que le DMAIC est multiforme pour pouvoir atteindre ces 2%. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Younes pour cette présentation. Voilà, pour terminer, juste avant de pouvoir répondre à vos questions, je voulais aussi vous montrer que l'amélioration continue n'est pas uniquement du domaine de l'industrie, mais elle peut s'appliquer dans bien d'autres sujets. Et je voulais montrer celui-ci qui est très actuel, hein, c'est le Green Control. On parlait jusqu'à présent de Process Control hein, dans le Six Sigma. Et de plus en plus, on joue sur le domaine du Green Control, hein, c'est-à-dire la maîtrise des énergies, la maîtrise du développement durable, etc., etc. Et on vous a mis ici le schéma de l'association des négawatts. Hein, les négawatts, hein, c'est des kilowatts, mais négatifs, hein, c'est ceux qu'on économise. Et le schéma des négawatts est assez simple hein, à comprendre, c'est que pour réussir à tendre vers le green control, eh bien, il faut d'abord atteindre la sobriété, hein, travailler sur la sobriété. Alors, la sobriété, ça ne veut pas dire se chauffer avec comment dire un feu de bois dans le jardin et puis s'éclairer avec une lampe à pétrole. Loin de là, c'est vraiment la sobriété, c'est réduire les gaspillages. Et là, on est dans vraiment le travail du lean management, hein, notamment, c'est la chasse au gaspillage, la réduction des lourdeurs, la réduction et ne finalement s'intéresser que au juste nécessaire. Deuxième étape de la démarche des négawatts, c'est travailler sur l'efficacité des processus ou l'efficacité des machines. Et c'est là où on va rentrer sur le Six Sigma. Le Six Sigma ou le DMAIC qui va permettre d'améliorer considérablement la performance des équipements. Et une fois que ces deux parties-là sont faites,
eh bien, c'est là où le renouvelable prend son sens, hein, pour ne pas utiliser des énergies renouvelables sur des gaspillages, sur des procédés non efficaces. Et pour développer de nouveaux procédés, pour développer utiliser les bonnes solutions, hein, trouver les bonnes choses, eh bien, on utilise aujourd'hui les outils du DFSS, un Design for Six Sigma. C'est vraiment la conception, utiliser les outils du Six Sigma à la conception et donc au choix des bons renouvelables. Voilà, le séminaire, la webconférence est terminée. Ce que je vous propose, c'est que on puisse prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Vous avez un chat qui est à votre disposition et vous avez la possibilité aussi de télécharger la présentation qui a été faite aujourd'hui. Alors, j'ai une question déjà de Maher qui demande si le C du DMAIC devrait plutôt être traduit par le mot maîtrise plutôt que contrôler. Alors oui, exactement. Hein, le DMAIC, c'est une méthodologie qui a été, qui est originaire des États-Unis. Hein, c'est des Anglo-Saxons. Et le C de control en anglais devrait être traduit en français par maîtrise. Hein, on connaît tous la publicité de Pirelli, Without control, power is nothing. C'est sans maîtrise, la puissance n'est rien. Mais c'est un faux ami qui a été mal traduit dans les années 80-90. Et on est resté effectivement avec cette étape contrôlée, alors qu'on devrait plutôt parler d'étape maîtrisée. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Alors, j'ai une question de Eric. Quelle approche sur les contrôles visuels sans mesure, mais avec des faux tech, par exemple, hein, l'aspect opérateur dépendant est problématique. Alors, avoir un jugement, hein, dire si une pièce est bonne ou pas bonne, à partir de mesures attributives, ça reste quand même une mesure. Alors, la difficulté, effectivement, c'est de qualifier les processus de mesure attributifs. Quand je parle d'attributs, c'est bon, pas bon, c'est des contrôles visuels. Et là, effectivement, il faut un nombre de répétitions assez importantes pour pouvoir qualifier ces processus. Et un processus attributif fiable à 100%, voilà, c'est extrêmement compliqué à atteindre. Après, du coup, juste pour compléter, est-ce que du coup, il faisait référence à l'utilisation de l'outil du Kappa, de Cohen et de Fleiss, peut-être? Je pense que ça doit être ça, oui, tout à fait. Donc, s'orienter vers des démarches de Kappa, KA2PA, Cohen et Fleiss, c'est comme le dit Jérôme, la concordance, une concordance supérieure à 0,8 dans l'échelle de Cohen est déjà très bonne. Une concordance à 1 n'existe pratiquement pas, mais voilà. Mais au-dessus de 0,8, sur l'échelle du kappa de Cohen, C-O-H-E-N, est un beau résultat. Voilà, donc ça veut dire un 0,8, ça veut dire que 0,2, hein, c'est 20% de. On tolère un 20% de non-conformité sur la mesure, quelque part, hein, d'erreur sur la mesure. Ouais, c'est ça, de non-concordance, ouais, c'est ça. Alors, une autre question de Admire. Voilà, faites-vous des retours sur l'investissement de vos projets? Alors, nos clients, oui, le font, hein, ça c'est sûr. Moi, je n'ai aucune idée du coût des pièces. J'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. C'est pas mon rôle. Notre rôle, hein, c'est vraiment de pouvoir accompagner les sociétés sur la démarche de résolution de problèmes, qui puissent trouver finalement les bonnes solutions, hein, mettre en évidence les bonnes origines de problèmes, trouver les bonnes solutions, et surtout que ces solutions soient mises en place de manière pérenne. Mais ça appartient aux sociétés, hein, de quantifier les gains.
Alors, une question qui vient d'arriver aussi de Amélie. Donc, à quoi correspond le diagramme dedans, dehors? Ça, c'est un outil qui est utilisé dans l'étape définir pour clarifier le périmètre du sujet, hein, le périmètre du problème. C'est voilà, qu'est-ce qui est à l'intérieur de notre processus et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça permet d'aligner en fait les connaissances de tous les acteurs sur c'est quoi le processus sur lequel on travaille. Et éviter voilà, de proche en proche, hein, quand on s'intéresse au problème du fournisseur et puis au problème du fournisseur. Hein, et de proche en proche, on peut régler tous les problèmes de la Terre. Hein, et c'est pas le but. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra avec plaisir. En tout cas, j'espère que ces deux présentations ont été très claires et ont pu vous donner des idées, hein, avec deux problématiques différentes, deux approches différentes, deux manières d'appliquer le DMAIC différentes et à chaque fois là, des bons résultats et des équipes qui ont découvert un sujet et une méthodologie vraiment intéressante, hein, qui leur est utile régulièrement. Alors, une question de Eric qui nous demande notre avis sur la mise en place de contrôle in-process à chaque étape du procédé en curatif immédiat. Alors, c'est sûr qu'il vaut mieux arrêter les problèmes avant qu'ils n'aillent chez le client. On parle aujourd'hui beaucoup d'APC, Automated Process Control. Donc, c'est mesurer les différents paramètres des procédés, donc les X, hein, les données d'entrée, en continu, de manière à pouvoir agir sur les boucles de régulation et de mesurer aussi le résultat des processus de manière aussi à faire du rétrofit, hein, quasiment en temps réel. Ça, c'est des choses qu'on met en place aujourd'hui dans les brasseries, hein, pour le contrôle du CO2, notamment de la quantité de CO2 dans les boissons gazeuses, la quantité de sucre aussi dans les sodas. Et on agit en temps réel sur les paramètres d'entrée grâce aux mesures de sortie. On l'applique aussi beaucoup dans l'usinage, de manière à pouvoir centrer les cotes, hein, agir sur les correcteurs. Là aussi, en temps réel, on est capable de mesurer avec une TreeDIM, par exemple, calculer les correcteurs et les envoyer aussi en automatique sur les machines-outils. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien, notamment avec le logiciel Edisetting. Voilà. Alors, une question de Maher sur le Lean Six Sigma. Hein, elle nous dit le Lean Six Sigma prendrait, à mon sens, toute son ampleur en l'associant au Lean Management pour réduire notamment les gaspillages. En fait, ce sont deux méthodologies complémentaires. Je pense qu'elles sont même indissociables l'une de l'autre. C'est que le Lean Management va agir vraiment sur les gaspillages, le juste nécessaire, réduire toutes les lourdeurs dans nos organisations et puis vraiment se focaliser sur la valeur ajoutée. Et le résultat du Lean Management, c'est notamment d'avoir des délais d'écoulement les plus courts possibles pour assurer un service
au client le plus rapide possible, sans forcément courir à l'intérieur des sociétés. Et puis le DMAIC, hein, le Six Sigma, lui va permettre de maîtriser les procédés, améliorer la qualité, améliorer la variabilité. Voilà, donc ce sont deux démarches vraiment très très complémentaires. Pour simplifier un peu, hein, on pourrait dire le Six Sigma s'occupe des processus et le Lean s'occupe de ce qu'il y a entre les processus. Voilà, on va prendre encore un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Alors, une question de Amélie. Voilà. Quelle a été votre plus grande difficulté sur ces chantiers? Alors, si je reprends le projet aéronautique, la plus grosse difficulté, en fait, c'était quelque part la réticence, hein, des gens qui ne voyaient pas finalement le problème. Donc finalement, ce projet était beaucoup plus un problème humain, quelque part, hein, un problème de perception, plutôt qu'un problème technique. Et ça a été la grande difficulté, c'est-à-dire de comprendre que finalement, on ne pouvait pas avancer sans l'aide des gens et sans qu'ils soient partie prenante, et on ne pouvait réussir qu'avec tout le monde, qu'avec l'adhésion de tout le monde. Et ça a demandé voilà, beaucoup d'énergie pour démontrer l'intérêt de tout ça et finalement qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes de leurs problématiques. Alors, Younes, est-ce que je peux te laisser aussi parler de ta plus grande difficulté sur ton chantier? Oui, bah après, je vais rejoindre exactement ce que tu as dit, c'est le côté humain. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez être le plus grand stratège militaire, avoir la plus grande lecture de l'art de la guerre, mais si vous n'êtes pas capable d'amener les gens avec vous, hein, comme le faisait par exemple Alexandre le Grand, ben vous ne pouvez pas potentiellement y parvenir. C'est potentiellement ce qui est passionnant dans le Six Sigma, pour ceux qui, si on peut parler de passion, c'est la capacité d'allier des compétences statistiques qui sont fondamentales. Il faut savoir ce que c'est qu'un test de student, parce qu'à un moment donné, on en aura besoin. Mais il faut être capable également comment dire, d'emmener les personnes vers un but commun. Et la plus grande difficulté, du coup, bah, c'est cette résistance humaine, mais qu'il ne faut surtout pas rejeter ou potentiellement nier. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter et accepter finalement de dire que c'est des humains et des humains qui travaillent sur des machines et non pas des machines et des machines qui discutent entre elles. Nous discutons avec des êtres humains et vous l'avez vu dans le slide, il a fallu remettre en cause une méthode de mesure validée parce que en routine, normalement tout ce qui est en production est validé, normalement, l'adverbe est important, hein, on le répète tellement, mais la surprise est que lorsque l'on mesure des choses, on peut se rendre compte que finalement cette validation peut être discutée. Et c'est pour ça que le terme discuter est intéressant. On n'est pas là pour faire du blanc ou du noir, d'ailleurs, c'est bien ou c'est pas bien, on n'est pas des donneurs de leçons, on n'est pas là pour donner des notes. On est là par le biais des data, par le biais des données, le Six Sigma est là par le biais des données, par le biais des data, par le biais d'une méthode, de permettre à des êtres humains de discuter entre eux sur une problématique produit-process, bon, en intégrant les égos des gens, les difficultés, les histoires des projets, je me suis mal levé ce matin, etc. Et les difficultés, finalement, c'est l'humain, mais ce n'est pas une difficulté, c'est une opportunité de discussion. Et pour enchérir ce que tu dis, Younes, l'écoute est un élément clé dans la réussite d'un projet. Et quelque part, pour forcer ce processus d'écoute,
il faut considérer que notre voisin, notre collègue, ben, il est plus intelligent que nous-mêmes, que soi-même. Et donc, au moment où il va parler, ou au moment où il va exprimer quelque chose, eh bien, on doit partir sur le postulat que c'est important, c'est intéressant, et on doit le considérer. Et si on est tous câblés de la même manière, c'est-à-dire que si aussi mon voisin, il pense que je suis plus intelligent que lui, même si c'est pas vrai, malheureusement, bah lui aussi va m'écouter quand je vais dire quelque chose. Et c'est là où la construction va s'opérer. En prenant en compte les avis de chacun, en discutant, voilà. Et ça, c'est important. Je peux me permettre juste aussi de compléter, je suis désolé, mais du coup, ce sera ça sera le dernier enseignement philosophique, mais je pense que c'est intéressant de relier toutes ces notions-là. Et ce que dit Jérôme est fondamental, c'est-à-dire qu'il dit que la clé est dans l'écoute. Et je ne sais pas si vous connaissez une philosophe, bon, on connaît tous Simone Veil, mais qui a une formation de philosophe. Elle disait que l'attention, être attentif, était un miracle. Voilà. Donc, elle associe attention et miracle. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on est attentif à ce que vont nous dire les gens, donc là, les gens du Maroc, les gens de France, dans le cadre de l'identification des XT potentiellement, il faut être capable, voilà, d'accepter, en écoutant toutes ces personnes, d'être dans une attention qui nous place dans une incertitude. Souvent, le chef de projet Six Sigma, bon, parce qu'il est black belt, parce que machin, il sait. Non, non, par son écoute, et même le chef de projet green belt ou yellow belt, il ne sait pas et il doit se mettre dans la portée de celui qui est attentif. Celui qui est attentif, c'est celui qui attend le miracle. Quel miracle? Eh ben, le miracle, parce qu'il va apprendre quelque chose qu'il ne sait pas, parce qu'il est dans une incertitude. Et c'est vrai qu'on est dans une société nouvelle où on nous dit qu'il faut surtout pas avoir d'incertitude, il faut plutôt avoir des certitudes, et les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Mais le chef de projet Six Sigma est à l'ancienne, il est né avant qu'existaient les réseaux sociaux et il sait que l'attention est un miracle. Et cette attention, par contre, nécessitera un gage de succès, c'est d'accepter d'être dans l'incertitude, c'est-à-dire d'accepter de ne pas comprendre, d'accepter que l'autre a potentiellement une réponse plus adaptée, etc., etc. Voilà, et désolé pour le petit lien à la philosophie, mais là, avec Jérôme, j'étais forcé. Voilà, je suis désolé. Ok, ok. Alors, une question aussi enfin plusieurs questions même de Hussein. Quelle est l'étape la plus difficile à mener? Je dirais pas difficile. Je pense pas qu'il y ait d'étapes difficiles. Je pense qu'il y a plutôt des étapes qui sont stratégiques. Et la première étape, étape définir, est pour moi stratégique. C'est que si un projet est mal défini, on n'arrivera pas au bout. À partir du moment où le projet est bien défini, il y a beaucoup plus grandes chances d'arriver au bout. Et c'est là où il faut prendre d'infinies précautions et puis ne pas hésiter à réduire le périmètre du projet de manière à ce qu'il soit à la bonne taille, à taille humaine, que ce soit pas trop gros. Encore au début de semaine, j'étais dans la fabrication d'ustensiles de cuisine, des projets hyper intéressants, mais énormes. Eh bien, on a passé à peu près 3 heures par équipe à bien clarifier le sujet, à bien clarifier la problématique, à bien cadrer le périmètre. Et finalement, on s'est aperçu que le problème était simple et à notre portée. Alors qu'au départ, ça paraissait vraiment gigantesque. Donc, cette étape définir est capitale. Mais voilà, il n'y a pas d'étape plus difficile qu'une autre. Alors, je vous encourage aussi à vous abonner à nos comptes Twitter, Facebook, LinkedIn. Hein, il y a régulièrement des articles qui paraissent.
et notamment un sur justement l'image qui reste encore sur l'écran, là, sur le Green Control, qui devrait paraître d'ici quelques jours. Alors, on reste encore connecté quelques minutes. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on puisse clore cette webconférence. On vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour vos questions. Et puis, nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions qui reviennent ou le moindre besoin.